Bonsoir à tous, bienvenue donc à cet événement, de formation sur la blockchain et la tokenisation. Bienvenue à tous, chers membres, chers partenaires. Écoutez, encore une fois, ravi de vous accueillir ce soir. Particulièrement pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Jeune Chambre économique a su se réinventer depuis le début de la situation du Covid-19 à plusieurs niveaux et vous le savez maintenant, nous avons, 3 pôles d'action bien distincts, donc le développement personnel, le développement de l'entreprise et l'attractivité du territoire et les formations ont également fait l'objet de refontes et je remercie encore une fois l'équipe, menée par Cédric, avec notamment Jessie, avec Thomas, l'ensemble de l'équipe qui a suivi de près cette formation, sous la houlette bien sûr d'Alexis Lanari et aujourd'hui on est sur un sujet, plus qu'intéressant puisqu'il est à la fois novateur, à la fois, alors j'ai pas envie de dire clivant parce que c'est pas le cas, mais en tout cas il soulève des interrogations et je remercie énormément Grant Thornton, aujourd'hui de répondre à l'ensemble de ces questions et de nous présenter sa vision de la blockchain et de la tokenisation qui sont des sujets, d'ampleur aujourd'hui dont il faut que nous prenions tous la mesure. Donc, je vais pas être beaucoup plus longue, je vais laisser la parole à Cédric et souhaiter à tous, une excellente soirée, à nos côtés. Merci encore. Merci beaucoup Marion et bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce soir, ravi de vous retrouver sur ce format webinaire. Alors j'ai regardé dans les inscrits, j'ai triché un petit peu avant, donc je vois qu'on a pas mal de participants qui sont fidèles. Je pense au cycle de formation de création d'entreprise qu'on a eu la chance d'organiser en début d'année. J'ai vu aussi beaucoup de nouveaux participants, donc bienvenue à vous. Et vous avez un bon timing puisque ce soir, on va vraiment parler d'un sujet captivant, d'un sujet qui passionne. Comme le disait Marion, qui peut être clivant. Certains diraient révolutionnaire, d'autres diraient prudence. Donc ça, par chance, ce soir, ça va être notre expert qui va nous éclairer avec son œil juste et précis sur ce sujet. Et j'oserais vous dire tant mieux, puisque étant un grand passionné de la blockchain, j'aurais pu vous faire une présentation avec un point de vue pas du tout objectif sur ce sujet. Alors, avant de laisser la parole après à notre cher intervenant, j'aimerais vraiment, du fond du cœur et ce au nom de toute l'équipe de la Jeune Chambre économique et du pôle formation, remercier nos partenaires. Vraiment, donc un grand merci à Atos Partners qui est le partenaire global de la Jeune Chambre économique et également un grand merci au Crédit Agricole Monaco, à Gordon Blair et à SNT pour leur soutien, donc vraiment au nom de l'équipe. Merci beaucoup. Sans plus attendre, je vous dévoile l'identité de notre cher intervenant ce soir. Donc, on a la chance de recevoir Johan Roudot, qui est Digital Asset Manager auprès du cabinet Grant Thornton. Et donc, je vais avec grand plaisir, Johan, te laisser la parole en précisant tout simplement qu'on aura la chance en plus d'avoir une autre membre de la Jeune Chambre, Jessie, qui viendra t'aider, qui viendra t'épauler sur la partie questions-réponses pour que ce soit plus sympa, puisque vous avez la chance d'être à côté. Merci beaucoup Cédric. Je vais vous partager déjà mon écran dans un premier temps. Donc pour vous partager donc la présentation. Hop, 2 petites minutes. Pourquoi il veut pas? Okay. Hop. Ah super. Merci beaucoup Cédric. Donc maintenant que l'écran est partagé, donc bonjour à tous encore une fois. Donc moi je suis Johan Roudot, donc je travaille chez Grant Thornton Monaco en tant que superviseur du département audit depuis maintenant plus de 5 ans. Et je suis aussi, donc j'ai une double casquette, je suis aussi, comme l'a dit Cédric, Digital Asset Manager. Donc Grant Thornton, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau international de cabinets d'experts qui vont être spécialisés en audit, en comptabilité et en fiscalité. Donc je vous remercie vraiment pour l'introduction, Marion et Cédric, et surtout sur l'opportunité donc de pouvoir réaliser cette conférence-là. Et je voulais aussi en profiter pour remercier donc tous les participants pour vraiment l'engouement qu'il y a eu autour de cet événement que je partage avec vous et que j'espère que vous allez ressentir. Donc comme vous avez pu le remarquer, donc pour faciliter les échanges, tous les micros ont été coupés. Donc nous répondrons à vos questions à la fin de cette présentation. Par contre, voilà, il est possible que soit par manque de temps, soit parce qu'il faut que je fasse des recherches supplémentaires pour répondre à une question précise, je ne pourrai peut-être pas répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas, si je n'ai pas pu vous répondre pendant la présentation, à me les envoyer par mail. Vous aurez bien sûr mes coordonnées à la fin de la conférence.
Donc, vous l'aurez compris, cette conférence a pour but d'échanger sur la blockchain et la tokenisation d'actifs numériques en principauté. Donc ça va être un sujet qui va mêler à la fois des problématiques aussi bien donc technologiques, fiscales, juridiques et aussi sociétales. Mais avant de débuter, et afin d'éviter donc toute confusion, je préfère préciser que ce webinaire va uniquement traiter des levées de fonds en actifs numériques à Monaco, donc ce qu'on va appeler la tokenisation d'actifs. On ne parlera pas ici de crypto-monnaie. Donc vous vous demandez sûrement pourquoi organiser cette conférence et surtout pourquoi l'organiser via un intervenant qui travaille dans un cabinet, donc un cabinet d'expertise comptable. C'est simple, c'est que dans notre métier, donc chez Grande Thornton Monaco, en tant que partenaire, on va avoir besoin de comprendre donc le modèle économique de nos clients. On va avoir besoin de les accompagner et aussi de proposer des solutions donc qui vont être pertinentes. Donc clairement, parler le même langage avec nos clients, avec les prospects, c'est devenu vraiment une priorité pour nous. Aujourd'hui, on se doit de voir plus loin que les missions qui nous sont confiées, que la tenue comptabilité ou l'accompagnement fiscal. On veut vraiment être partenaire des entreprises. Et c'est pourquoi on doit évoluer avec notre économie et non pas après. Donc ici, vous pouvez voir donc sur mon sommaire les 4 parties. Donc la dernière partie se traitera uniquement des questions-réponses. Donc sur les 2 premières parties, ça va vraiment être un cours théorique et ça sera centré sur la technologie dans d'ordre général et ses applications, afin de partir sur une base solide qui va nous être commune. Et ensuite, en troisième partie, on va là vraiment s'attaquer à l'application de cette technologie, mais sur l'économie monégasque et ce que derrière ça va changer pour nous tous. Donc, je vais tenter de définir de manière la plus simple possible, la plus schématisée, de vraiment vulgariser qu'est-ce qu'une blockchain et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc, qu'est-ce qu'une chaîne de blocs en français donc pour blockchain? Donc, on va vraiment commencer cette présentation par définir ça de manière simple, avec un exemple. Donc, pour commencer, on va imaginer 2 personnes. L'une d'entre elles, à un instant T, elle détient une pomme dans ses mains et l'autre non. La personne donc avec la pomme va décider de la donner à l'autre individu. Donc l'autre individu va être désormais en possession de la pomme, alors que la personne qui l'avait initialement ne l'a plus. Cet individu est donc en contrôle et peut par la suite garder la pomme, la donner à un ami, et cet ami pourra de son côté décider quoi en faire. Jusqu'ici c'est simple, c'est vraiment ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours. Ok. Maintenant, on va se travailler sur la deuxième image. Imaginez que je n'ai plus entre mes mains une pomme, mais je détiens une pomme digitale. Ok. Donc cette pomme digitale, je peux l'envoyer par email à quelqu'un d'autre. Mais cette tierce partie qui l'a reçue, elle ne peut pas s'assurer qu'elle est la seule personne qui va contrôler cette pomme digitale. Parce que comment je peux être certain que cette pomme digitale que je viens de recevoir n'a pas été envoyée avant? Ou est-ce qu'elle n'a pas été rendue disponible sur Internet? C'est ce que les scientifiques donc ont appelé la problématique de la double dépense. Ok. Donc vraiment, le but de la blockchain, ça va être d'éviter cela. Et comment est-ce qu'on va éviter cela? En ayant un registre. Un registre qui va permettre de faire le suivi de toutes les pommes digitales qui sont en circulation. Mais cette solution présente donc des nouvelles problématiques. Si je donne le contrôle du registre de pommes à une personne ou à une entité, cette dernière pourra décider de rajouter dans son compte une certaine quantité de pommes virtuelles pour son unique bénéfice. De plus, comment une personne ou une entité peut-elle être au courant de toutes les transactions de pommes digitales qui ont eu lieu? D'accord? Donc ça va vraiment être ça les problématiques. Et comment est-ce qu'on va répondre à ça? Via un registre de pommes, ce qu'on va voir par la suite. Là ici, c'est vraiment, c'est fait exprès en fait, si vous voulez, qu'on part sur un actif, d'accord? Un actif qu'on va dire que voilà, c'est une pomme pour illustrer ce propos et qu'on part pas sur la monnaie. Pour vraiment que pour vous, on n'ait pas ce chemin qui va se faire directement entre blockchain, crypto-monnaie, pour dire que la crypto-monnaie, c'est une des applications de la blockchain, mais il y en a d'autres. Donc ce fameux registre, comment il va se présenter? On va commencer par s'attarder donc sur ce schéma. Donc on peut voir que chaque bloc va regrouper des informations. Okay, donc on a un bloc 1, 2, 3, 4, 5 dans mon exemple. Donc dans le bloc 1, on va retrouver potentiellement un ou plusieurs échanges, une quantité, un émetteur, un destinataire. Et dans le bloc 2, pareil, on va retrouver un autre échange, une autre quantité, un émetteur, encore un destinataire. D'accord? Donc chaque bloc va être lié au prochain bloc. Donc c'est-à-dire que le bloc 1 va être lié au bloc 2 d'un point de vue chronologique par rapport à ces transactions. Donc c'est donc tout ça qu'on va appeler le registre. Mais
Donc là, c'est simple, on a défini le registre, mais quel type de registre il nous faut alors pour pouvoir mener à bien donc, cette technologie blockchain? Il va falloir avoir un registre décentralisé, open source et distribué. Donc on va définir ces 3 objectifs ensemble. Donc premièrement, un registre décentralisé. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'organisme de contrôle central qui assure de faire le partage et le suivi donc des pommes digitales en circulation. C'est bien l'ensemble des utilisateurs qui va mettre à jour le registre continuellement. Donc en tant qu'utilisateur de ce registre, je ne peux pas mettre à jour, je peux pas passer outre le système et le mettre à jour uniquement par ma personne. Parce que si j'essaye d'envoyer des pommes digitales alors que ma balance n'en contient pas, la transaction sera refusée par le système. Et elle sera refusée sans être approuvée par un tiers de confiance. D'accord? Donc c'est vraiment pour ça que c'est un registre décentralisé. Ici, ce sont donc les utilisateurs qui jouent le rôle du tiers de confiance. Si par exemple je prends l'exemple d'un registre centralisé ou d'un système centralisé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement? Si je fais un virement à une autre personne, par exemple si je fais un virement à Cédric, c'est la banque qui va s'assurer que mon compte détient assez d'argent. Donc c'est la banque qui va valider la transaction. Par contre, dans un registre décentralisé, il n'y a plus ce tiers-là. C'est vraiment l'ensemble des utilisateurs qui vont valider tout ça. Donc ça, c'était pour le décentralisé. Le deuxième, donc, c'est qu'on doit avoir un registre open source. Donc là, c'est que le nombre de pommes digitales qui est défini dans le registre public, tout le monde peut voir accéder, si vous voulez, à la quantité maximale de pommes digitales en circulation. Ok, donc ça, c'est pour l'open source. Et le troisième, ce registre doit être distribué. Donc ce qu'on appelle un registre distribué, c'est qu'il doit être accessible à tous. Donc toutes les transactions d'échange de pommes qui se sont passées précédemment vont s'y trouver. Un utilisateur pourra donc dans le bloc 2, par exemple, voir que j'ai donné une pomme à une autre personne et que dans le bloc 3, peut-être que j'ai reçu une pomme par une autre personne. Donc on peut vraiment avoir tout cet historique-là, parce que comme je vous l'ai dit au début, chaque bloc est lié au précédent par rapport aux transactions qui ont été émises, enfin, qui ont été réalisées. Donc, dans ce registre, ou dans cette chaîne de blocs, si vous voulez, je vais avoir accès à tout un ensemble d'informations. Et comme il s'agit d'une chaîne, donc chaque bloc est directement lié au précédent. C'est vraiment ça qui est important. Ainsi, je ne peux pas revenir en arrière ou modifier une transaction. C'est pour cela qu'on parle de registre décentralisé. Et aussi, de registre distribué. Par rapport à ça, donc, en plus, il y a un autre aspect technologique qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est la cryptographie. Donc souvent, quand on parle de blockchain, on va aussi parler de cryptographie. Donc il y a énormément de personnes qui vont utiliser ce terme-là quotidiennement sans s'en rendre compte. Et il y a encore plus de personnes qui vont utiliser la cryptographie sans savoir ce que c'est dans les applications de tous les jours. Parce que donc il y a énormément d'applications de messagerie populaire, par exemple, qui utilisent le chiffrement. Donc la cryptographie, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de déguisement et de révélation, aussi connue donc sous le nom de cryptage et décryptage. Donc c'est de l'information qui va être par le biais de mathématiques complexes cryptée. Cela signifie donc que l'information ne peut être consultée que par les destinataires prévus et personne d'autre. Donc dans la blockchain, à quoi ça va nous servir? C'est que la cryptographie, elle va être principalement utilisée à deux fins. La première, ça va être de s'assurer que les données ne peuvent ni être falsifiées ni être altérées. La deuxième, ça va être la sécurisation de l'identité de l'expéditeur des transactions pour ainsi donc empêcher au maximum l'usurpation d'identité. Donc, ces deux objectifs sont relativement clairs et faciles à comprendre, mais en pratique, comment est-ce que ça va marcher? Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc dans la blockchain, la technique d'encryptage utilisée, ça va être la cryptographie à clé publique. D'accord? Donc on va faire encore un exemple ensemble pour vraiment que vous puissiez comprendre comment est-ce que la cryptographie est appliquée à la blockchain et en quoi est-ce que ça va nous servir par la suite. Donc la cryptographie à clé publique est aussi appelée donc cryptographie asymétrique. Donc la cryptographie asymétrique va reposer donc sur une combinaison de clés séparées, donc une clé publique et une clé privée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc la clé publique, elle a l'avantage qu'elle peut être distribuée à un large public. Vous pouvez vraiment la donner à n'importe qui, il n'y aura jamais aucun souci par rapport à ça. À l'opposé, la clé privée doit rester tout à fait confidentielle. Elle doit en aucun cas être donnée à un tiers. Ce qu'il faut aussi noter et prendre en compte, c'est qu'il est impossible vraiment de retrouver une clé privée
grâce à une clé publique. D'accord? C'est vraiment ces deux données qui sont dépendantes, si vous voulez, mais avec une clé publique, vous pouvez la donner à n'importe qui, il ne pourra pas remonter jusqu'à votre clé privée. Ok? Donc maintenant que ça c'est compris, on va faire un exemple ensemble en suivant le schéma qui est projeté. Donc dans l'exemple que je vous présente ici, l'émetteur va avoir un message à faire passer. D'accord? Donc encore une fois, on aurait pu prendre un exemple sur une monnaie, mais là je préfère qu'on prenne encore, on sorte même de mon exemple de pomme sur les actifs, et on part sur uniquement, ok, je vais faire passer uniquement un message. Je ne vais pas encore faire passer de la valeur, mais un message dans la blockchain. Donc comment ça va se passer? L'émetteur a un message à faire passer. Donc pour s'assurer de maintenir la confidentialité de ce dernier, le message donc va être chiffré via la clé publique. Puisque le message est chiffré, il est impossible d'identifier ou de déceler quoi que ce soit donc quant à la nature de ce message ou même de son identifiant. Et c'est seulement la clé privée du destinataire qui va permettre de déchiffrer le message. En résumé, donc les messages chiffrés avec la clé publique ne peuvent être déchiffrés que via la clé privée. Donc via ce chiffrement donc asymétrique ou ce chiffrement à clé publique, les deux objectifs vont être atteints. Le premier, comme on avait dit tout à l'heure, l'information donc elle n'est pas compromise. Donc on a un message clair, puis un message crypté, puis un message clair. Et l'identité de l'émetteur donc va rester secrète. Donc maintenant qu'on a vu donc vraiment les grands concepts de la blockchain, on va s'attarder sur une de ses applications, celle qui va nous intéresser par la suite, donc la tokenisation d'actifs. Donc pour commencer, il va falloir qu'on se pose la question de ok, qu'est-ce qu'un token? Un token, c'est des mots comme ICO, STO qu'on entend le plus souvent autour de la blockchain, mais que peu de personnes sont capables ici de définir. Donc on va d'abord se mettre d'accord sur cette terminologie-là avant de continuer. Donc la tokenisation d'actifs, ça va faire référence au processus donc d'émission d'un jeton. Un token, c'est un jeton, qui est une représentation donc d'un actif réel qui va être échangeable. Comme tout à l'heure, ma pomme digitale, si vous voulez, c'est un token de pomme. Donc pour chaque token, un registre digital fait le suivi du nombre de tokens qui va être en circulation. Ici, on va prendre un exemple donc, que j'ai inventé. On va partir sur le token d'or. Okay, donc c'est pour ça que dans mon exemple, on a les comptes avec 2-3 personnes et qu'on va avoir à côté donc la balance du token d'or. Donc le point crucial qu'il faut comprendre sur la tokenisation d'actifs, c'est vraiment le suivant. C'est ce qui va vous permettre de vraiment comprendre l'ensemble de la présentation et de voir vraiment tous les tenants et aboutissants de la tokenisation. D'accord? S'il y a vraiment un point qu'il va falloir retenir cette présentation, c'est celui-là. C'est que aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'Internet, ça a été une révolution. Mais pourquoi est-ce que ça a été une révolution? Internet a permis donc de partager, de transmettre de l'information en annihilant donc tout ce qui va être limite géographique ou limite temporelle. Donc si aujourd'hui, si je le souhaite, je peux envoyer un mail, donc ça m'est arrivé, à un collègue donc, qui travaille au Canada, il le recevra presque instantanément. Donc par rapport à ça, que moi je sois à Monaco et lui au Canada, on n'a eu aucun souci. Et puis, si je lui ai envoyé mon mail à 8h30, il va recevoir mon mail aux alentours de 8h35 si on part sur la même base d'heure. Cependant, le problème, c'est que si j'envoie un mail, je n'envoie pas en fait mon mail, j'envoie une copie du mail que j'écris au destinataire. Je vais toujours avoir mon mail dans mes éléments envoyés. Donc c'est bien un partage d'informations. Le mail que j'ai envoyé, je peux toujours y accéder moi. Lui, il l'aura dans ses messages reçus. Moi, je l'aurai dans mes messages envoyés. Donc je vais partager de l'information avec lui. Cependant, si j'envoie une valeur, je ne peux pas garder une copie. C'est vraiment le principe qu'on a dit de la double dépense tout à l'heure. Si j'envoie une valeur à quelqu'un, il ne faut plus que je dispose de cette valeur. La technologie blockchain, ça va permettre de transmettre non plus de l'information, mais de transmettre des valeurs. Donc si j'envoie un token d'or, par exemple, la technologie blockchain va s'assurer que je ne le possède plus. Et ceci en annihilant de la même manière donc les limites géographiques et temporelles. Ça va aller beaucoup plus rapidement de passer par une technologie blockchain que de réaliser par exemple un virement bancaire, puisqu'il n'y a pas de validation par un tiers ou par même plusieurs tiers externes. C'est-à-dire, si je réalise un virement pour une autre personne, ça va passer par ma banque, puis par la banque de l'autre personne aussi. Donc on va avoir double validation. Donc à chaque fois des personnes, des institutions qui vont être au milieu. Okay, la blockchain, ça va vraiment permettre de gérer ça en direct. Okay, donc Internet, ça a permis de partager de l'information. La blockchain, ça va permettre l'échange de valeurs. Donc,
ici, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que comme dans la vie de tous les jours, par rapport à l'argent qu'on peut posséder, c'est que rien ne se perd, rien ne va se créer. En fait, si vous voulez, en quelque sorte, dans l'exemple qu'on peut voir, les tokens, si vous voulez, vont juste se déplacer ici, par exemple, de Marie à Mathéo, parce que Marie va payer 5 tokens à Mathéo. Ici, donc, on va voir les noms des personnes. Les noms des personnes sont visibles. Mais bien entendu, ces informations peuvent être confidentielles sur la blockchain. Ça va être un choix. Cependant, donc ce qui n'est pas indiqué dans l'exemple, parce que je voulais vraiment simplifier au maximum, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pour qu'une transaction soit effectuée, il va falloir quand même payer un minimum de frais. C'est ce qu'on va appeler les mineurs. C'est les mineurs qui vont mettre à jour le registre de la blockchain en échange donc d'une commission. S'il n'y a pas de mineurs, les transactions donc ne seront pas validées et en ce sens, ils se doivent d'être rémunérés par le système. D'accord ? Donc chaque système de registre partagé va faire appel à ces mineurs-là et en fait, ils vont être payés, si vous voulez, en fractions de tokens par rapport à ces transactions. Donc, pourquoi créer des tokens? Quels vont être vraiment ces objectifs? Qu'est-ce que ça va nous permettre en plus derrière par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Il y a vraiment deux objectifs principaux. Ça va nous permettre déjà de réduire les frictions. Donc cela va être possible donc par une diminution du nombre d'intermédiaires qui vont être impliqués dans la transaction. Par exemple, si on pense à un projet de tokenisation d'actifs immobiliers, si vous êtes en possession de ce token, vous êtes désormais facilement capable de le vendre et donc de vendre votre droit sur l'actif immobilier. La liquidité donc va être également accrue. La liquidité, ça va être la facilité d'échanger un actif, que ce soit un actif financier, immobilier ou incorporel. Plus un actif est liquide, plus il est facilement échangeable, plus il va prendre de la valeur. Donc la liquidité va être accrue euh, pour facilement permettre à l'investisseur, où qu'il soit, donc de saisir les opportunités en temps opportun. Ok. Et ensuite, on va voir donc l'automatisation. Donc comment la tokenisation va-t-elle permettre l'automatisation de ces transactions? On va repartir donc sur mon projet d'achat immobilier. Imaginez par exemple que vous détenez un token. Ce token, il va plus représenter un appartement, mais il va représenter un centième d'un appartement à Londres, par exemple. Ce dernier est loué. Donc vous avez un centième d'un appartement à Londres qui est loué. Vous devrez normalement donc recevoir un centième du revenu locatif chaque mois. Donc vous allez pouvoir facilement transférer ce droit à votre voisin, à quelqu'un d'autre dans le monde entier, sans avoir besoin d'un avocat ou d'un courtier immobilier, en fonction de la législation qui est en cours. Mais d'un point de vue technologique, vous n'en aurez plus besoin. Les revenus locatifs seront automatiquement déposés sur votre compte, parce qu'ils feront totalement partie de la technologie blockchain, du smart contract. Donc la technologie qui va sous-tendre la propriété symbolique, qui va calculer automatiquement le processus de répartition du loyer. Donc ça, c'est vraiment donc le grand principe de tokenisation d'actifs numériques par rapport à un actif, on va dire, palpable, sous-jacent. Donc en conclusion, on va avoir vraiment trois grands avantages de la tokenisation. Le premier, ça va être un accès, donc comme je vous l'ai dit, un accès à un marché plus liquide. Donc via la tokenisation, certains actifs vont pouvoir être échangeables sur des plateformes d'échange, ce qui n'était pas le cas avant ou pas toujours le cas. L'actif est donc plus disponible pour beaucoup plus de personnes, beaucoup plus même de traders, ce qui va augmenter sa liquidité et c'est donc l'investisseur initial qui va en bénéficier. On va aussi avoir donc des transactions qui vont être beaucoup moins chères et qui vont être beaucoup plus rapides en raison de l'automatisation de certaines tâches administratives, notamment lors de l'achat ou de la vente. On va avoir aussi un processus donc qui va être plus accessible car les tokens sont divisibles. Par exemple, un investisseur ou un collectionneur qui ne pourrait pas se permettre d'acheter une certaine œuvre d'art, par contre, il pourrait disposer d'une fraction de cette œuvre. Il a peut-être la possibilité d'acheter un centième de cette œuvre d'art, comme pour mon exemple précédent. La personne n'avait peut-être pas la possibilité d'acheter un appartement à Londres en entier, mais elle peut se permettre d'en acheter un centième, un millième, d'accord? Parce que c'est qu'on en achète un entier, un centième ou un millième, on aura potentiellement le même taux de rendement derrière. Donc ça va rendre son objectif d'investissement accessible et les marchés surtout vont être ouverts 24 heures sur 24. Cependant, donc ici on vient vraiment de parler de tous les avantages, mais il y a aussi des enjeux, des challenges que va devoir relever cette technologie-là. Donc qu'est-ce qu'on va avoir par rapport à ces challenges-là? On va avoir par exemple le risque de détournement du token. Que se passe-t-il si on me vole ma clé privée? Si une tierce personne s'approprie mon token?
Un risque aussi d'absence de gouvernance. Donc c'est le risque de se décharger de toute responsabilité sur la technologie. Donc là, on va peut-être pas parler de vol, mais si je perds ma clé privée, que se passe-t-il? Ensuite, je vous ai parlé donc d'acheter 1 centième d'un appartement, 1 millième d'une œuvre d'art. Mais que se passe il faut aussi prendre en compte le lien avec l'actif réel, l'actif sous-jacent. Que se passe-t-il si l'immeuble dont je possède 1 centième brûle? Que se passe-t-il si la toile pour qui je possède 1 millième est volée? Comment je peux récupérer des potentielles indemnités derrière? Ça, c'est vraiment des questions auxquelles il va falloir se poser. Mais surtout, quelle va être la réglementation qui va entourer ce processus de tokenisation? Surtout en raison du fait qu'elle repose sur la technologie blockchain qui, de facto, comme je l'ai expliqué, est complètement décentralisée. D'accord? Donc on va ensuite, à partir de la prochaine slide, on va voir vraiment l'approche monégasque, même la stratégie qui est mise en place à Monaco. Cependant, il va toujours avoir, si vous voulez, une zone d'inconfort par rapport au fait que l'ensemble des lois au niveau mondial ne sont pas encore alignées. Donc, quels vont être les obstacles, si vous voulez, qu'il va falloir repousser pour permettre un développement accru de la tokenisation? Ça va être la réglementation et surtout l'absence de réglementation commune au sein du monde. Mais il y a vraiment un espoir que ces problématiques de réglementation puissent être réglées, avec bien entendu comme prémisse le fait que les autorités réglementaires jouent un rôle actif dans cet écosystème. D'accord? Si vous voulez, l'économie a déjà commencé à avancer, donc la législation va devoir suivre derrière, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc maintenant qu'on a vu les grands principes de la blockchain, une de ces applications, la tokenisation, on va parler de la tokenisation d'actifs donc en principauté. Donc ici, on va s'intéresser aux levées de fonds en cryptoactifs à Monaco. Donc soit sous forme de ICO, soit de STO. Je définirai donc ces termes dans les slides suivantes. Donc ces levées de fonds, ça va vraiment être un nouveau mode de financement. D'accord? C'était vraiment un pilier du programme Extended Monaco. Son ambition va être la suivante et on va la découper en 4 parties ensemble. Donc, pour Monaco, l'ambition, ça va être d'attirer des nouvelles entreprises, d'attirer des nouvelles activités, de devenir le leader mondial des levées de fonds environnementales, de trouver une alternative à la création d'une place boursière monégasque, de rapatrier des fonds sur Monaco, de rapatrier des fonds surtout avec investissement direct en principauté. Ça va être vraiment les intérêts pour la principauté. Ensuite, on va avoir aussi, on va devoir s'attendre donc à la création d'un tout nouveau tissu économique et technologique, duquel émergera sans doute des nouveaux besoins, des nouveaux projets qui vont être en lien avec la clean tech, avec les nouvelles technologies, avec l'environnement. On va aussi avoir besoin de nouvelles formations, que ce soit par exemple dans mon métier, dans l'audit, des formations en finance, des formations en suivi de sécurisation donc de ces actifs numériques-là. Donc il y a potentiellement des nouvelles professions et bien plus encore qui vont voir le jour. Donc c'est tout autant de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à nous et qui s'offrent à nous dès aujourd'hui. Des centres d'intérêt vont aussi être tout trouvés pour les porteurs de projets. De ce nouveau cadre réglementaire va découler donc la création de sociétés à fort potentiel, la sélection et l'aboutissement de projets innovants qui nécessitent un important niveau de liquidité. Et par rapport à ce niveau de liquidité qui est nécessaire pour aboutir à ce projet, on leur propose un nouveau modèle de financement, donc un modèle de financement supplémentaire, donc toujours en comparaison avec les modèles de financement historiques, comme l'emprunt bancaire ou le financement par fonds propres. Là, on va vraiment avoir une troisième alternative. Et ensuite, pour les investisseurs, les investisseurs qu'on va appeler les souscripteurs, ils auront quant à eux la possibilité déjà d'avoir accès à un nouveau panel d'investissement, qui va être possible donc directement à Principauté, un nouveau panel d'investissement qui va leur laisser le choix d'investir dans une croissance verte et surtout dans des projets, qu'on verra tout à l'heure, des projets qui seront validés en amont par la Principauté. Et au plus de participer donc à la création d'emplois à forte rémunération. Donc maintenant que je vous ai parlé donc de tous ces enjeux, tous ces attraits, on va faire un petit point ensemble sur qu'est-ce qu'un jeton. Donc on a dit que c'était un token, on a défini le token, mais qu'est-ce qu'un jeton d'un point de vue législatif? Surtout d'un point de vue législatif à Monaco. Ok.
Donc par rapport à ça, on va s'appuyer donc sur la loi 1482 du 17 décembre 2019. Et de ce fait, donc je vous invite à ne pas lire l'intégralité mais uniquement les mots en gras dans cette définition-là. On va pouvoir retirer que un jeton, dans la législation monégasque, ça peut être à la fois un utility token ou un security token. Donc qu'est-ce que c'est? Un utility token, ça va être lié à des ICO. Les ICO, ce sont des levées de fonds en token. Un utility token, ça va ouvrir le droit à un produit ou un service. Si on va repartir sur mon exemple de pomme que j'apprécie. Si demain je suis un porteur de projet, j'ai besoin de lever des fonds. J'ai besoin de lever des fonds pour pouvoir créer la société anonyme monégasque Yuan Pomme. Donc, par rapport à ça, je peux lever le fonds via des utility tokens. Et en fait, si vous voulez, avant de débuter ma production de pommes, que je vais essayer de vendre à 2 ou 3 euros le kilo, et ben, je vais proposer à des personnes d'acheter 100, 200, 300 kilos dans 4, 5, 6, 7 ans, mais à 50 centimes par exemple. Donc c'est vraiment, ça ouvre le droit à un utility token, à un produit ou à un service qui va rentrer dans l'objet social de la société. Donc vous avez les utility tokens et aussi les security tokens. Alors ça va être un peu plus simple. Ça donne le droit, en fait, si vous voulez, à une action dans le capital de la société. Ok. Donc vraiment, l'actif sous-jacent, pardon, ça va être une action, une fraction du capital de la société. Donc potentiellement, je vais avoir le droit de toucher à des dividendes chaque année en lien avec les performances qui vous seront réalisées par la société. Ou alors, si la société prend de la valeur, je pourrais céder mon token et réaliser une plus-value. Ok, donc ça, c'est vraiment sur Monaco, que ce soit de l'utility token, donc un bien ou un service futur, ou du security token qui va ouvrir le droit à une action dans le capital, c'est ce qui va être autorisé. Donc, pour réaliser donc toutes ces ambitions qu'on a vues précédemment, les actifs numériques donc, qui seront créés en principauté, donc les actifs numériques, je parle vraiment des tokens, se doivent de répondre positivement à des critères de confiance et de sécurité pour se démarquer des ICO et STO, donc les levées de fonds, qui sont proposées dans d'autres territoires et sous des législations différentes. Donc pour ce faire, les porteurs de projets seront soumis à des obligations. En effet, la personne morale portant le projet devra répondre positivement à plusieurs critères. Donc les premiers critères, ça va être un critère, si vous voulez, géographique. La personne morale qui porte le projet devra être immatriculée à Monaco, obligatoirement, ou en cours d'immatriculation. Et surtout, elle devra obligatoirement recevoir un label de la principauté. Donc on a un label de la principauté qui va être donné en amont, donc une validation déjà par un contrôleur qui va être la principauté de Monaco. Ensuite, on va avoir d'autres obligations. Par la suite, donc, des sûretés vont aussi être prises vis-à-vis donc, des fonds qui vont être recueillis. Les fonds qui vont être recueillis devront donc être placés sous séquestre à compter de l'émission des jetons pendant la durée de l'opération sur un compte bancaire spécialement dédié en principauté. Donc demain, si des souscripteurs souscrivent à une levée de fonds, ils seront certains que les fonds seront bloqués sur un compte séquestre et que surtout ce compte bancaire sera sur une compte à Monaco. Les fonds recueillis donc ne pourront être transférés qu'en cas de réalisation des conditions. Donc si toutes les conditions qui sont indiquées par le souscripteur ne sont pas réalisées, les fonds ne seront pas transférés aux porteurs de projet. Et en cas de révocation de l'autorisation, d'abandon du projet, ou lorsque le montant minimum n'est pas atteint, les fonds séquestres seront restitués aux souscripteurs. Donc, ces obligations vont permettre d'éviter un maximum les levées de fonds frauduleuses, qui ont été bien trop nombreuses par le passé et qui ont fragilisé la confiance qui sont accordées par les investisseurs, donc qui sont accordés dans cette technologie-là. Donc on va quand même prendre un exemple concret ensemble. Si demain, vous souscrivez à un projet d'un montant de 5 millions d'euros, vous souscrivez pour 100 000 euros. Si la levée de fonds n'atteint pas ce montant, on va dire que la levée de fonds n'atteint que 4 millions d'euros, vous récupérez vos 100 000 euros. Ils ne pourront pas être utilisés par le porteur de projet si l'objectif n'est pas atteint. Le porteur de projet donc ne pourra utiliser ses fonds s'il n'a pas atteint ces 5 millions d'euros. D'accord. Donc il y a vraiment aussi un rôle ici de la banque et du compte séquestre qui va vérifier que l'objectif a été atteint ou dépassé. Ensuite, donc une fois qu'on a été immatriculé à Monaco, qu'on est donc passé par ce compte séquestre là,
l'offre elle devra aussi être réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme numérique. Et cette plateforme numérique devra être autorisée par le ministre d'État. Nous avons encore une fois en amont donc vraiment la validation de l'État monégasque. Et entre autres, donc cette plateforme, elle devra être partagée, donc elle devra être basée sur un régime partagé, comme je l'ai indiqué sur la première partie, et elle devra permettre l'identification de l'émetteur et des investisseurs. Donc tout ça en conformité avec le cadre réglementaire anti-blanchiment et financement du terrorisme. Donc ça va être toutes les obligations KYC ou AML. Elle va aussi devoir assurer la protection et l'exercice des droits des participants, et elle va garder un total contrôle sur les jetons émis, donc afin de permettre la correction d'erreurs ou surtout de prévenir de fraude. Donc comme on vient de le constater, il y a vraiment une forte volonté de réglementer, de fiabiliser ces actifs par la principauté, mais de les fiabiliser un maximum en amont, avant même que l'offre ait débuté. Donc pourquoi faire ça? C'est simple, c'est pour augmenter le niveau de confiance des investisseurs, pour mettre en adéquation donc la crédibilité des porteurs de projets avec l'adéquation du projet qui est présenté. Ça va permettre donc aussi de créer des actifs de qualité. La liste des offres de jetons donc, qui vont obtenir le label donc, feront l'objet d'une publication avec la mention de la date d'obtention du label, donc par arrêté ministériel et sur un site internet du gouvernement princier. Donc pour moi, et je pense que j'espère pour vous aussi, l'ambition de Monaco ici elle est claire. C'est vraiment de devenir l'État qui procure les levées de fonds les plus sécurisées au monde. Donc, on vient de voir toutes les ambitions, on a aussi vu donc toutes les étapes, toutes les sécurisations, la sécurité qui a été mise en place par rapport à ça. Mais concrètement, pour se développer, de quoi a besoin ce nouveau mode de financement? Donc ce nouveau mode de financement, il va avoir principalement besoin de porteurs de projets, des projets, d'un gouvernement donc qui va être ambitieux, et de nouveaux supports technologiques qui vont permettre d'assurer son utilisation. Donc par rapport aux projets, les projets, parlons-en en prenant un exemple concret. Donc on peut citer par exemple la société Icebreaker. Donc ce projet, ça va être un projet qui est soutenu par Luc Jacquet, donc qui est le réalisateur oscarisé donc pour son documentaire La Marche de l'Empereur. Et cette société a pour vocation, en principauté, la production de films engagés dans des grandes causes environnementales. Donc on parle d'un projet engagé pour la préservation de l'environnement, des espèces protégées et bien d'autres. C'est vraiment l'opportunité d'investir dans le monde de demain. C'est cette opportunité-là qui va être donnée sur Monaco. Et donc pour se réaliser, ce projet, comme je l'ai dit, ces projets vont avoir besoin d'un cadre réglementaire et législatif qui va être propice à ce mode de financement, d'une volonté du gouvernement à devenir un pionnier dans ce domaine, d'un État donc, qui a su prouver, donc que ce soit par son adaptabilité au marché ou par le biais d'un circuit législatif court, son adaptabilité, pardon, et que pour voir le jour, ce mode de financement, donc, on va avoir des porteurs de projets, un gouvernement réactif. De quoi est-ce qu'on va aussi avoir besoin? C'est de s'appuyer sur des technologies, donc sur des innovations technologiques. Et à ce jour, encore une fois, donc la principauté s'entoure de professionnels qui sont reconnus, comme la société Tokeny que je peux citer. Cette société devrait lancer la plateforme de tokenisation des projets innovants, qui sera donc approuvée par le gouvernement. Et le système de tokenisation devrait être basé donc sur la norme ERC20 d'Ethereum. Et les jetons devraient être compatibles avec tous les portefeuilles Ethereum, comme les portefeuilles MetaMask par exemple, que vous voyez sur la slide. Encore une fois, j'insiste, c'est vraiment la finance de demain qui veut s'installer dès maintenant en principauté. Donc, la finance de demain, donc parlons-en concrètement. Donc là, ça va sûrement donc permettre la création d'un marché secondaire. Et qu'est-ce que ce marché secondaire changerait donc dans notre quotidien? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ce marché secondaire-là, ça va permettre aux souscripteurs de vendre et d'échanger librement leurs tokens. Le but, c'est encore une fois, c'est d'augmenter la liquidité de ces tokens et de pallier donc à l'absence d'un marché boursier monégasque, de vraiment être un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Si demain, une personne souhaite vendre sa société, comment est-ce qu'elle fait pour rencontrer des acheteurs potentiels? Si demain je suis un acheteur potentiel, je veux acheter une société, comment je fais pour rencontrer un vendeur? Savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment sur le marché. Donc on peut parler ici vraiment d'une petite bourse virtuelle qui est en plein développement. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on s'attend à avoir demain?
Donc ça va être vraiment pour moi une démocratisation des jetons, que ça soit au sein des états financiers des sociétés monégasques ou au sein des portefeuilles des personnes physiques. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est à prévoir. Donc il pourra devenir monnaie courante de détenir des jetons, donc des tokens, que ce soit par l'intermédiaire de mon portefeuille personnel ou par l'intermédiaire du portefeuille de ma société. Mais par rapport à ça, on va avoir énormément de questions qui vont se soulever, des nouvelles problématiques, que ce soit des problèmes organisationnels, des problèmes comptables, des problèmes fiscaux, etc. Par exemple, comment seront imposées les plus ou moins-values? Sur quel modèle je peux baser l'évaluation de ces jetons-là? Et surtout, et pour moi le plus important, comment je peux sécuriser ces actifs incorporels? Comment prévenir de la fraude interne, de la fraude externe, du risque d'erreur, etc. De ce fait, il convient donc de répondre à plusieurs étapes pour moi et avant de devenir un porteur de projet ou un souscripteur. Et c'est vraiment par rapport à ça, donc on s'est posé des questions, on a essayé de se mettre dans la peau d'un émetteur, donc d'un porteur de projet. Quel va être le protocole de lancement d'une levée de fonds d'un émetteur? Nous sommes donc posé la question suivante, quelles sont les étapes clés afin de concrétiser un projet en émission de jetons et en quoi nous sommes en mesure de vous accompagner? Nous allons donc nous recentrer autour des étapes clés. Donc une assistance va être nécessaire donc afin de vous permettre de vous focaliser uniquement sur votre projet et sur votre cœur de métier. Donc, par rapport à ça, vous allez sans doute avoir besoin d'assistance vis-à-vis de démarches administratives qui vont être nécessaires pour l'obtention du fameux label dont je vous parle. Donc dans les grandes lignes, il y aura donc des demandes d'autorisation, les mises en relation surtout avec les établissements aussi bancaires par rapport au compte séquestre, et la rédaction d'un white paper. Le white paper, on n'a pas encore parlé, pareil, toujours dans les grandes lignes, ça va être le document que liront en priorité les potentiels souscripteurs, les potentiels acheteurs de tokens. Donc ça va permettre de comprendre le projet, le business model, sa faisabilité, la caractéristique du token, surtout important. Est-ce qu'on est sur un utility token, un security token? Comment est-ce que je vais pouvoir derrière m'assurer de la rentabilité de ce token, etc. Donc ça, c'est vraiment dans les grandes lignes. Ensuite, par la suite, vous aurez sans doute besoin d'une assistance dans la mise en place donc d'une compliance, d'un service compliance au niveau de tout ce qui va être en lien avec les obligations KYC et AML. Donc là, la question qu'il va falloir se poser toujours en amont, avant d'émettre, ça va être est-ce que j'ai les ressources et les compétences en interne afin de me confronter aux obligations réglementaires? Est-ce que je préfère internaliser ce processus ou est-ce que je vais souhaiter l'externaliser? Est-ce que je préfère externaliser ce processus afin de me centrer uniquement sur la partie opérationnelle qui va être liée à mon projet? Okay, c'est encore pareil, une question qu'il faut se poser. Par la suite, donc, vous allez avoir les émetteurs vont devoir mettre en place des informations financières. D'accord? Donc des informations financières seront donc à formaliser, à communiquer aux souscripteurs et à l'État monégasque. Donc vous devriez encore vous poser cette question. Est-ce qu'en interne, je dispose des moyens nécessaires afin de répondre positivement à cette obligation et surtout dans les délais qui vont m'être impartis? Encore une fois, une question qu'il faut se poser en amont. Par la suite, donc, des contrôles de second, voire même de troisième niveau, en fonction de votre objet social, seront à opérer donc vis-à-vis de l'analyse de la conformité donc de vos procédures KYC et AML avec le cadre légal et réglementaire. Donc, par exemple, on va encore se poser la même question. Est-ce que la taille de mon entreprise va permettre la création d'un poste ou de plusieurs postes ou même d'un service d'auditeur interne? Est-ce que aujourd'hui, je vais créer le projet par exemple dans un an, est-ce que je vais directement embaucher des auditeurs internes ou est-ce que dans mon prévisionnel, je vais plutôt me dire que je vais les embaucher potentiellement en N+4, en N+5? Donc dans ce cas-là, il faudra faire appel à un cabinet indépendant donc, pour réaliser ces contrôles. En dernière étape, donc, vous allez devoir faire certifier des états financiers par des commissaires aux comptes. Donc ça, c'est vraiment une étape pareil, qui va être obligatoire. Pourquoi? Parce que si vous êtes un émetteur de projet, vous devriez passer par une société anonyme monégasque et une société anonyme monégasque doit se faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes qui va être inscrit à l'ordre des experts comptables monégasques.
Donc par le biais de Grant Thornton Monaco et avec surtout l'appui de l'ensemble du réseau Grant Thornton, nous ce qu'on a mis au point, c'est une méthodologie qui va être vraiment spécifique pour l'audit des actifs numériques, parce qu'on ne peut pas auditer une société lambda de la même manière d'une société qui va émettre des tokens. Ainsi que donc une solution logicielle qui est dédiée et qui a même été développée spécifiquement en interne pour répondre à ces besoins. Et nous avons donc des auditeurs comme moi qui vont être formés à toutes ces problématiques-là blockchain. Donc maintenant qu'on a vu le protocole de lancement d'une levée de fonds, donc le côté émetteur, on va basculer du côté souscripteur. Donc on a fait le même exercice. On est venu se demander donc quelles vont être les étapes clés afin de souscrire à une ICO et suivre l'évolution de ces investissements-là. D'accord ? Donc moi, si je veux investir dans un projet. Donc par rapport à ça, je vais devoir gérer des problématiques qui vont être en lien avec l'imposition, par exemple, l'imposition des plus-values latentes, c'est-à-dire les plus-values qui ne sont pas encore réalisées à ce jour. J'ai acheté des tokens à une date donnée, on est aujourd'hui à la fin de mon exercice fiscal. Qu'est-ce que je fais de ces plus-values-là? Est-ce que je les impose? Est-ce que je les impose pas? Les plus-values effectives, j'ai acheté des tokens, je les ai revendus dans l'année, j'ai réalisé une plus ou moins-value. Comment sont imposées ces plus ou moins-values-là? Donc vous devrez répondre concrètement à la question suivante. Je détiens des actifs numériques, mais qu'est-ce que ça change concrètement à ma situation fiscale? D'accord? Encore une des questions que j'insiste, il faut se poser en amont, avant de prendre la décision. Donc, dans le cas d'une société, des problématiques comptables vont aussi être à prévoir. Donc ça va être, est-ce que mon activité est rentable par exemple? Est-ce qu'il s'agissait d'une bonne opportunité? Est-ce que je dois vendre ces actifs? Et surtout, comment est-ce que je le comptabilise? Comment est-ce que je le valorise? Comment je fais le suivi comptable de ces actifs-là au sein de mes états financiers? Et donc, la sécurité. Donc la sécurité, je vous en ai aussi un peu parlé dans les parties précédentes. Donc la sécurité, concrètement, parlons-en. Je suis à l'étape, je détiens des tokens. J'ai investi plusieurs centaines de milliers d'euros. L'une des premières questions à me poser, c'est la sécurisation. Même avant tout ce qui va être planification fiscale, problématique comptable, c'est vraiment sécurisation de mon actif. Pourquoi? Parce que c'est des questions auxquelles on répond sur les actifs sur lesquels on a l'habitude de posséder. Si je détiens un actif financier, je vais le sécuriser via un établissement bancaire. Pour tout le monde, c'est quelque chose de logique. On ne se pose même plus la question. Si je détiens un actif physique, si je détiens du stock, je vais le sécuriser via une sécurisation physique, un verrou, un entrepôt, des gardiens, etc. Pareil, c'est des choses qui pour nous paraissent logiques. C'est normal de sécuriser ce qu'on détient. Mais pour un token, comment aujourd'hui je sécurise ces actifs-là? Comment je sécurise des actifs incorporels? Quels vont être les process à mettre en place? Quels sont les usages et les technologies à adopter? Les réponses que l'on peut vous apporter et que le réseau, que ce sont des réponses donc, sur lesquelles on a déjà travaillé, qu'on peut vous apporter et qu'en pratique, le réseau Grant Thornton a déjà apporté à ses clients, surtout donc au Canada, parce que c'est vraiment une législation où le développement de la blockchain a eu lieu en premier lieu. Et donc c'est par rapport à ça que on a, grâce au biais du réseau Grant Thornton, donc toute cette expertise qui vient à nous et qu'on aimerait donc déployer en principauté. Et pour finir, donc dans le cas d'une société, ces états financiers donc devront aussi faire l'objet d'un audit. Et les particularités qui vont être liées aux jetons donc devront être prises en compte. Donc ici, pareil, donc c'est encore un choix qui doit être pris en amont. Donc le choix que ce soit de votre expert comptable, de votre conseiller financier ou de votre commissaire aux comptes, c'est un élément qui va être crucial, surtout vis-à-vis des process à mettre en place, des problématiques à mettre en avant et des questions à se poser avant de se retrouver dans une situation délicate. C'est-à-dire avant de se retrouver face à un détournement de token qui n'avait pas été préalablement sécurisé, il faut que je me pose ces questions-là avant de me retrouver avec une rentabilité qui va être imputée par des taxes qui n'étaient pas prévues dans le budget initial, c'est parce que de base, je ne m'étais pas posé la bonne question sur comment est-ce que je vais être imposé. Avant d'avoir par exemple une problématique qui va entraver l'émission de rapports, que ce soit à destination de l'État ou à destination des souscripteurs, c'est parce que je ne m'étais pas posé les bonnes questions avant. Donc vraiment par rapport à cette technologie-là, ce qu'il va falloir faire, c'est réfléchir en amont. Okay, vous devez vraiment être accompagné et réussir à se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc, pour mes parties, donc ça va être fini. On va arriver donc sur les questions-réponses. Donc,
pendant le webinaire, Jessie a répertorié pas mal de vos questions. Donc je vais la laisser prendre la parole par rapport à ça. Alors merci beaucoup Johan pour cette présentation. J'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir tout le monde. Je suis Jessie, membre de la Jeune Chambre économique, et j'ai eu l'honneur de co-organiser cet événement avec Cédric, que je remercie également. Donc effectivement, le sujet a suscité beaucoup de questions dans le chat. On vous remercie pour tout cet engouement que provoque ce sujet qui est la blockchain. Donc on a vraiment répertorié le plus de questions possible. On est pris par le temps, on fera au mieux. À la fin de la présentation, vous aurez les coordonnées de Johan qui s'afficheront sur votre écran et vous pourrez lui envoyer un mail. Et surtout, n'hésitez pas, parce que vraiment, ce sera faute de temps ou parfois aussi pour des questions qui peuvent soulever des recherches et qui nécessiteront une recherche approfondie pour vous faire la réponse adaptée. Donc, je vais... Juste d'un point de vue pratique, pardon. Oui. Ah voilà, je voulais juste que tu reprennes parce que sinon je pouvais pas prendre la question. Donc, voilà, on va afficher la sélection de questions. Donc, on va commencer avec je vous demande un petit instant. Donc, une question de Monique. Johan, est-on obligé de vendre un actif à un destinataire précis ou peut-on vendre à un marché sans connaître le destinataire? Ok. Alors, par rapport à toutes les applications de cette technologie-là, vous avez la possibilité de vendre soit un destinataire précis, soit un marché donc sans connaître le destinataire. Donc non, pas du tout. Vous avez vraiment ces deux. Vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, en fonction de comment est-ce que le registre a été paramétré, sur quelle technologie est-ce que vous êtes. D'accord, très bien. On va passer à une prochaine question. Merci, Johan. Donc, une question de Jean. La technologie blockchain semble infaillible, mais comment expliquez-vous les scandales précédents des ICO et plus généralement de certaines crypto-monnaies? Donc c'est une question qui revient souvent. Donc c'est pour ça que j'ai aussi insisté donc, sur tout ce qui est sécurité, tout ce qui a été mis en place, etc., tout ce qu'il faut mettre en place. Alors, expliquez-vous les scandales. D'accord. Donc, par rapport à tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la technologie qui est infaillible. La sécurité d'une blockchain, ça va dépendre du nombre d'utilisateurs. Donc, plus la blockchain contient un nombre important de membres dans son réseau, plus sécurisé. En revanche, si on est dans une blockchain privée, le risque vis-à-vis de la sécurisation donc des transactions ou des informations qui vont être échangées est bien plus présent. C'est pour ça que quand on parle de sécurité, souvent on va prendre l'exemple du Bitcoin parce qu'il y a énormément de personnes dans ce registre-là. Donc plus il y a de personnes dans un registre public, plus la sécurité est élevée. D'accord ? Ensuite, là où je veux vraiment insister donc, par rapport au fait que donc on a un scandale, ICO, crypto-monnaie dans la même phrase, et c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, c'est que certains scandales, la plupart, ne sont pas liés à une faiblesse technologique. D'accord ? Elles vont être liées à une fraude humaine. Contrairement à Monaco, les ICO qui sont réalisés dans d'autres pays peuvent être soumis soit très peu, soit voire vraiment aucune régulation de contrôle, surtout par le passé. Donc il n'y avait pas d'intervention de l'État en amont. Ok ? Il n'y avait pas d'intervention de l'État, pas d'organisme de surveillance, pas de commissaire aux comptes, etc. Donc par rapport à ça, les porteurs de projets pouvaient aisément transférer donc, les fonds sur leur propre wallet, sur leur propre portefeuille. Là, comme je vous ai dit, on va passer par un compte séquestre. D'accord ? Si on enlève cette sécurité-là, on a ce risque. Mais encore une fois, ce n'est pas un risque technologique. J'insiste là-dessus. Pourquoi ? L'exemple que je prends souvent et que j'ai discuté il n'y a pas longtemps, c'est que si demain, il y a un scandale qui éclate, il y a un DAF d'une société Y qui va disposer du pouvoir sur les comptes de sa société, qui va décider de détourner des fonds de qui était le pays. Demain, donc là je vous pose vraiment la question à vous, est-ce que vous allez remettre en cause l'euro ? Est-ce que vous allez remettre en cause la monnaie en elle-même ? Ou est-ce que vous allez remettre en cause les procédures de contrôle interne de l'entreprise ? Ou est-ce que vous allez remettre en cause l'éthique du dirigeant ?
Donc c'est vraiment la raison pour laquelle il faut réaliser des audits courants sur cette sécurisation d'actifs. Comment je sécurise les actifs. Mais encore une fois, c'est pas, pour moi, à mon sens, c'est pas la technologie qui est remise en compte. C'est un peu facile de dire ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, si c'est un DAF qui détourne de l'argent parce qu'il avait les droits sur les comptes bancaires de la société qui quitte le pays, demain, on va pas écrire un article scandale, il faut arrêter de faire confiance à l'euro. Ouais, j'espère que j'ai été clair par rapport à ça. C'est un peu long. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Johan. On va passer rapidement aux autres questions en espérant de pouvoir répondre le plus possible. Donc, on a une question de Monique à nouveau qui nous demande: puis-je être porteur de projet si je ne suis pas monégasque? Donc oui, bien sûr. Vous pouvez être porteur de projet si vous n'êtes pas monégasque. Par contre, comme je l'ai indiqué précédemment, le projet est soumis à plusieurs conditions, dont celle d'avoir une société immatriculée à Monaco. Donc ces conditions vont vraiment avoir pour but donc, de valider la substance économique derrière, mais c'est pas ouvert uniquement à des monégasques ou uniquement à des résidents monégasques ou uniquement à des personnes vivant à Monaco ou dans le 06 par exemple. Il n'y a pas ce critère-là. D'accord, très bien. Donc merci Monique pour vos nombreuses questions. On en a une prochaine, donc de André qui nous demande: que faire dans le cas où l'émetteur de l'ICO ne trouve pas d'investisseurs? Le projet tombe-t-il à l'eau? Alors oui, dans le cas où un porteur de projet ne tombe pas d'investisseur, donc il n'y a pas de magie, donc le projet va tomber à l'eau. Mais encore une fois, donc si on reprend mon exemple, créer ce projet donc pour un montant, pour quelconque montant, s'il ne trouve pas assez d'investisseurs, si on n'atteint pas l'objectif qui était défini initialement, par le biais du compte séquestre, votre argent ne sera pas utilisé et vos fonds donc vous seront restitués. Merci Johan, et il nous reste que quelques minutes, alors on va répondre à une dernière question qui nous est posée par Lucien. Merci pour cette excellente présentation, merci à Johan surtout. Que se passerait-il si Monaco adoptait aussi l'utilisation d'une crypto-monnaie comme le Salvador, qui a officialisé la crypto-monnaie Bitcoin dans son pays? Alors je vais prendre un petit peu de temps pour répondre. Donc c'est que ok. Si Monaco venait demain donc officialiser la crypto-monnaie donc sur le même principe que l'a fait le Salvador. Je pense qu'il faut aussi un peu l'actualité, c'est encore frais, donc revenir un petit peu en arrière et c'est se dire que il y a aussi des liens qui se font un petit peu trop vite. La crypto-monnaie donc a été adoptée dans le Salvador. C'est pas pour ça qu'on est obligé de payer en Bitcoin. On peut toujours payer en fiat, donc en monnaie courante. Le Bitcoin, c'est pas devenu le moyen de paiement, c'est devenu l'une des monnaies reconnues, donc l'une des moyens de paiement. C'est pas vraiment la monnaie. Voilà, c'est vraiment déjà cette distinction qu'il faut faire. C'est un moyen de paiement qui est autorisé donc maintenant dans l'ensemble des commerces. Donc, à mon sens, même s'il y a énormément d'enjeux économiques et politiques, je vais essayer de les résumer. Le but, c'était énormément aussi de minimiser les frais bancaires. Donc, comme je l'ai dit, si on passe par la technologie blockchain, on enlève énormément d'intermédiaires. On n'est plus obligé de passer par une banque. On peut directement s'échanger. Si moi, je veux réaliser un virement donc pour Jesse, pour lui rembourser des frais, je vais être obligé de valider par ma banque, puis par sa banque, avant que l'argent arrive sur son compte. Par contre, si on passe par le Bitcoin ou par la technologie blockchain, il n'y aura pas ces intermédiaires-là. On va minimiser les frais bancaires. Et je pense aussi, sans trop me mouiller, que c'est pour aussi devenir plus indépendant, monétairement parlant, vis-à-vis des États-Unis. Parce que le dollar américain, là-bas, était aussi reconnu comme paiement et avait pris une énorme place. C'était vraiment prépondérant dans les modes de règlement. Et donc par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie qui est utilisée là-bas, que j'ai oublié le nom, donc c'est pas une référence. C'est pas une référence. Au contraire de l'euro, qui est une référence au niveau mondial, de l'USD, qui est une référence au niveau mondial, ou du yuan, par exemple. Donc l'euro, ça va vraiment être une monnaie forte qui est utilisée à l'international et qui est reconnue comme stable. Donc il faut vraiment comparer avec tout ce qui était avec tout ce qui est à Monaco. D'accord. Donc à Monaco, on va utiliser l'euro qui est une monnaie forte et reconnue comme stable. Mais cependant, la démocratisation donc de la crypto-monnaie en termes de paiement
pour moi, à mon sens, ça permettrait déjà de familiariser les acteurs économiques. Ça permettrait de les familiariser avec cette technologie-là. Et aussi d'enlever, il y a toujours une certaine réticence encore aujourd'hui à payer en Bitcoin, à un peu peur de la technologie, on ne sait pas exactement comment ça marche. Ça permettrait donc de pas fiabiliser, mais je veux dire de démocratiser, voilà, c'est le mot que je cherchais, de démocratiser l'utilisation de crypto-monnaies. Et donc, la technologie blockchain en général, et d'attirer plus facilement, je pense, pas des nouveaux investisseurs, mais des nouveaux souscripteurs, d'avoir déjà plus confiance dans la technologie, donc pourquoi pas souscrire à un projet qui utilise cette technologie pour lever des fonds. Et voilà. Merci beaucoup, Yoann. On va te libérer. Ce webinaire a commencé il y a 1 heure, donc merci, c'était très complet. Je vais inviter Cédric à me rejoindre, Oui, notre je maître de suis en train de revenir, cérémonie. j'en profite pour mettre les slides. Si vous m'entendez comme ça, vous aurez les coordonnées correctement de Yoann. Ah super, merci. Merci Voilà. beaucoup. Merci Jessie d'être venue en renfort. Avec grand plaisir. Merci également Yoann, je sais que c'est pas facile de vulgariser des sujets qui peuvent être aussi complexes, aussi pointus. En tout cas, il y a des exemples qui m'ont beaucoup parlé. Par exemple, la tokenisation de l'appartement, ça, tu vois, c'est vraiment palpable. Est-ce que c'est la faute à l'euro s'il y a un détournement? Là, tu vois, ça m'a marqué aussi. Parce que, c'était vraiment l'intérêt par rapport à ça. Je voulais vraiment schématiser au maximum tout ça et mettre des exemples concrets de la vie de tous les jours. Super. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci à nos intervenants. Le webinaire touche à sa fin. Je vous invite simplement à rejoindre et à suivre sur les réseaux sociaux la Jeune Chambre économique pour être informé des prochains événements. Et sachez que la fin d'année est riche en événements, que ce soit en webinaire ou en physique. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.